L'hospitalisation. Bien sûr, dans les cas plus graves, l'addiction nécessite une hospitalisation, notamment dans les cas de sevrage ou lorsque la personne concernée est atteinte de syndrome dépressif. L'idée est d'isoler l'individu pour qu'il puisse changer ses habitudes. Certains cas nécessitent de créer une rupture, un lieu nouveau pourra donc être bénéfique. Le soutien social. Certaines thérapies de groupe ou familiales s'avèrent très efficaces dans la lutte contre l'addiction. On est alors confronté à des gens qui vivent la même chose que nous, et se voir en l'autre peut souvent être libérateur. On travaille également avec sa famille ou des proches qui agissent comme de véritables repères et peuvent aider l'individu à se libérer de son addiction. Dans tous les cas, l'idée est de procurer un soutien social au malade et de lui permettre de créer des liens. Et l'art-thérapie. Ici, l'art-thérapie peut être utile pour un patient hospitalisé ou dans le cadre de thérapie de groupe, mais aussi dans le cas d'une addiction plus légère ou d'un simple phénomène de dépendance, en séance individuelle. C'est même une thérapie que l'on peut appliquer chez soi pour lutter contre les petites dépendances quotidiennes. Et cela, avant tout, parce que l'art-thérapie participe à enrayer certains mécanismes de l'addiction. Elle permet au patient de se comprendre et de retrouver une certaine confiance en lui. Le moteur de l'addiction, c'est avant tout la recherche de plaisir. On a l'impression que l'activité nous gratifie, nous fait être, nous rend heureux, et cela pousse notre motivation à consommer, parfois au détriment de toutes les autres activités. Cette relation au plaisir altère les réactions électrochimiques qui ont lieu dans notre cerveau. Quand nous vivons un moment de plaisir, des hormones comme la dopamine, hormone du bonheur, ou la sérotonine se libèrent, ce qui provoque l'activation des récepteurs d'endorphines. Quand ce processus est stimulé à de trop nombreuses reprises, la production d'endorphines diminue. On a déjà parlé de l'effet de l'art brut en lui-même et du geste créatif. Dopamine et art semblent avoir des liens certains. L'art et la création d'une œuvre artistique sont en eux-mêmes liés à la production d'un plaisir. Ce sont des activités gratifiantes et relaxantes. Ce mécanisme peut donc permettre au patient de se focaliser sur autre chose, de provoquer une rupture dans ses habitudes et surtout de rester concentré. Au-delà, l'art-thérapie va apporter une qualité de vie supplémentaire au patient. Des études récentes ont souligné le rôle prépondérant de l'environnement dans l'addiction. Une étude réalisée avec des souris a prouvé incontestablement les processus de l'addiction. Dans cette étude, les souris étaient placées dans une cage avec un biberon d'eau et un biberon contenant des substances psychoactives. Bien sûr, à force de consommer le second biberon, elles ne pouvaient plus s'en passer. En 1970, un professeur de psychologie à Vancouver a décidé de réaliser à nouveau cette expérience, mais dans d'autres conditions. Cette fois, il a créé un environnement plaisant pour les souris, de la compagnie, des jeux, un parc d'activités. Puis, il a placé de nouveau les deux biberons dans la cage. Cette fois, les souris se sont totalement désintéressées du biberon contenant la substance. Dans le même ton, on peut conter l'histoire des soldats américains qui combattaient dans la guerre du Vietnam. Près de 20% des soldats présents sur le champ de bataille étaient accros à l'héroïne, et la population avait peur de voir revenir une véritable armée de zombies. Pourtant, une fois loin de la guerre et de ses horreurs, 95% d'entre eux n'ont pas développé d'addiction. Qu'en dire alors ? La dépendance et l'addiction semblent être des formes d'adaptation à notre environnement qui créent en nous une cage. Celui qui souffre d'addiction a avant tout besoin de se reconnecter avec le monde. Le lien social est presque le contraire du phénomène d'addiction. Notre époque est justement celle de la solitude, ce qui peut expliquer bien des problématiques. Mais justement, l'art est un nouveau contact avec les choses. Ici, certaines pratiques artistiques que nous verrons plus tard peuvent être favorisées, notamment la sculpture de l'argile, qui a quelque chose de très terrien et de très relaxant. L'art est là pour raviver la flamme du patient, lui redonner goût pour l'existence et lui donner confiance en lui et en sa capacité à vaincre son addiction. ESPT et trauma. Travaillons maintenant sur un second trouble très répandu, l'état de stress post-traumatique et les troubles généralement associés à un traumatisme. Cet état provoque de nombreux symptômes et son origine peut être multiple.
Le sujet concerné a toujours été lié à un événement traumatisant, cataclysme, viol, accident de la route, attentat. Il peut l'avoir vécu directement, y avoir été exposé de façon répétée, ou encore en avoir été simplement témoin, mais tout de même en ressentir les conséquences psychologiques. Le psychotraumatisme, de façon générale, est l'état dans lequel nous sommes quand un événement traumatisant advient. C'est une réaction naturelle qui est souvent même nécessaire. On parle d'état de stress post-traumatique quand ces symptômes s'installent dans la durée. Les symptômes peuvent également apparaître plus tard, souvent entre 1 à 3 mois après l'événement, parfois même après plusieurs années, et concernent les patients de tout âge. Les sentiments dominants de cet état sont la peur, un sentiment d'impuissance face aux événements de la vie. Le patient va subir des réminiscences sous forme de souvenirs spontanés, de cauchemars, de flashbacks. Parfois, il voudra à tout prix éviter de reproduire les conditions qui l'ont mené à cet événement, et même revoir des personnes qui lui rappellent l'incident. C'est le phénomène d'évitement. Cet état de stress va provoquer des altérations cognitives et émotionnelles handicapantes, comme le fait de se blâmer souvent, d'avoir des croyances négatives, de se détacher des autres, de s'empêcher d'être heureux. Le stress post-traumatique implique également une hyperactivation du système nerveux, qui peut mener aussi bien à des comportements colériques qu'à des comportements hypervigilants. Il cause souvent des troubles du sommeil et de la concentration. On dit communément qu'au bout d'un mois, on passe d'un état de crise aiguë, qui est une phase transitoire de désarroi succédant à l'événement, à un état de stress post-traumatique. S'il dure plus de 6 mois, on parle de stress post-traumatique chronique. La majorité des sujets concernés guérissent en 3 mois. Ceux qui développent un ESPT, état de stress post-traumatique, à la suite d'un événement traumatisant, sont, dans beaucoup de cas, associés à une autre pathologie, dépression, addiction ou encore troubles anxieux. Comment sort-on de cet état? Par la psychothérapie. Dans le cas du stress post-traumatique, des techniques spécifiques de psychothérapie sont utilisées. On peut parler de la technique EMDR ou déstabilisation et retraitement par les mouvements oculaires, une approche centrée sur la personne qui fait un lien fort entre corps et esprit. Par la psychanalyse, il s'agit ici de remonter jusqu'à l'origine du phénomène traumatisant. C'est un travail de longue haleine. Par des traitements médicamenteux, souvent des antidépresseurs, mais la psychothérapie reste une étape indispensable dans le traitement de l'EPST. Seul. Certains sujets guérissent seuls ou grâce à un lien social fort. Et l'art-thérapie? L'art-thérapie va à nouveau apporter de nombreux bienfaits aux patients qui souffrent d'ESPT. Bien sûr, on peut pour chaque pathologie parler des effets bienfaisants et relaxants de l'art sur le cerveau. Dans ce cas-ci, le dialogue entre thérapeute et patient va être au centre du travail, car il faut permettre au sujet de retrouver une confiance avec l'extérieur qu'il n'a souvent plus. Le fait de s'adonner à une activité nouvelle va soulager les émotions du patient. De plus, le fait d'avoir produit quelque chose et de chercher à l'interpréter joue dans la modification des perceptions. La production artistique apporte ainsi un éclairage positif sur l'existence et la raison d'être de la personne. Nous sommes ici du côté inconscient de l'art, car l'individu qui souffre de traumatisme réprime ses pensées et sentiments. L'art-thérapie est là pour rompre le silence quand le langage simple n'est plus possible. C'est une forme d'expression nouvelle, plus libre, plus créative, qui doit être la base d'un dialogue et d'une interaction. L'art-thérapie est d'ailleurs idéale pour travailler avec les enfants atteints de traumatisme, quand le langage ne semble pas être la forme de communication et d'expression la plus innée.